Donc bonjour à tous et à toutes et donc bienvenue pour cet après-midi consacré donc à Victor Hugo. Je rappelle que nous restons dans le cadre des commémorations de la guerre de 1870 et de la bataille du Mans. Le thème général qui a été choisi par la ville du Mans est naissance de la République, et donc il apparaissait évidemment nécessaire d'évoquer une des figures majeures de la République, de la Troisième République, en tout cas à ses débuts, c'est Victor Hugo. Comment parler de cette transition politique et de la guerre de 70 sans évoquer de façon directe ou indirecte la figure de Victor Hugo. Je suis en tout cas pour ma part très heureux d'accueillir Franck Laurent pour cette séance de séminaire. Franck Laurent, donc, qui est professeur de littérature à l'université du Mans, spécialiste des écrivains du début du 19e siècle et du romantisme, et particulièrement de Victor Hugo. Je signale quelques ouvrages qui peuvent être cités et que l'on va d'ailleurs en partie lire tout à l'heure, enfin en lire des passages. Victor Hugo face à la conquête de l'Algérie, publié il y a quelques années. Et puis cet ouvrage dans lequel on puisera quelques textes tout à l'heure, Écrits politiques. Il s'agit d'une anthologie des ouvrages qui ont été donc enfin des textes, discours et articles publiés ou dits par Victor Hugo, notamment lors de sa vie parlementaire. On y reviendra dans un instant. Alors, Victor Hugo, donc, à partir de 1870, et donc de cette défaite, que devient Victor Hugo? Que fait-il? Comment aborde-t-il cette guerre de 1870-71? Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Ce serait plus agréable en chair et en os, si j'ose dire, mais c'est quand même mieux que rien, et je veux dire que ça nous change un peu de la routine du confinement. Un petit détail, vous voyez apparaître en bas de mon image Claude Millet. Il se trouve tout simplement que mon ordinateur, la caméra de mon ordinateur est un peu défectueuse, et j'ai donc emprunté le poste de mon épouse. Bon, alors, pourquoi parler de Victor Hugo dans le cadre d'une série de conférences plus ou moins commémoratives de cette période et de ce conflit? À la fois, ça paraît évident, et puis en même temps, il me semble que ce n'était pas inutile de rappeler à quel titre un peu précisément, cette convocation, disons, de l'auteur des Misérables, peut être utile et pertinente dans ce contexte et pour ce sujet. Alors, convoquer Victor Hugo, c'est d'abord le convoquer à titre de témoin. Victor Hugo est un témoin du conflit. Alors, un témoin, comme tout témoin, parcellaire, partiel, sinon partial, ça c'est autre chose. Mais c'est un témoin néanmoins bien placé, alors pas du tout pour parler de la bataille du Mans, mais en revanche pour parler d'un des éléments, disons, un des épisodes peut-être les plus importants à bien des égards, et notamment dans la mémoire collective de ce conflit, le siège de Paris. Comme vous le savez, après la défaite de Sedan, les armées allemandes continuent de progresser, et Paris est assiégé, bloqué, à partir de début octobre. Or, ce siège de Paris et la résistance, les souffrances du peuple parisien, etc., ont compté pour beaucoup dans, disons, la mémoire de ce conflit. Ils ont compté aussi pour beaucoup dans cet épisode, cet autre épisode fondamental qu'on évoquera à peine aujourd'hui, comme l'a dit Stéphane, mais sur lequel, heureusement, on aura l'occasion de revenir, la Commune de Paris. C'est-à-dire l'insurrection du 18 mars 71 à Paris ne se comprend pas sans les souffrances, les conflits internes, etc., du siège. Or, Victor Hugo va demeurer à Paris pendant toute la durée du siège, ce qui n'est pas le cas il y reviendra un peu, ce qui n'est pas le cas non seulement de la plupart des écrivains, mais même de la majorité, disons, des bourgeois parisiens,
qui, pour la plupart, dès qu'ils ont vu ce qui risquait d'arriver, eh bien, de manière assez naturelle d'ailleurs, se sont empressés de quitter la capitale pour se réfugier quelque part en province. Donc Hugo vraiment assiste à toutes les péripéties de cette période jusqu'à son départ pour Bordeaux, après son élection fin février 1871, donc après l'arrêt des hostilités. C'est un témoin intéressant aussi parce qu'on le voit bien dans ses carnets, il est très bien introduit. On a dans ses carnets la liste de ses dîners, par exemple, des invitations à dîner ou des gens qui viennent le voir dans l'après-midi. Autant la vie sociale de Hugo était réduite au minimum quand il était à Jersey et Guernesey, autant dès son retour à Paris, c'est vraiment une des figures que tout le monde vient voir. Et ce tout le monde, en fait, c'est la période qui nous occupe, c'est plutôt des personnalités politiques que des personnalités littéraires, même si à cette époque, la différence n'est pas toujours très nette entre le champ littéraire et le champ politique, notamment par le biais du journalisme qui fait un peu la jonction entre les deux. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui, comme toujours, a ce qu'on appelle une conscience sociale, qui est un flâneur. Le surnom qu'on donnait déjà à Hugo avant l'exil, c'est le flâneur des barrières. C'est celui qui aime bien avant Baudelaire, et Baudelaire le reconnaîtra pour tel d'ailleurs, c'est celui qui aime flâner dans la ville et regarder ce qui se passe, écouter, entendre. Bon. Donc c'est un témoin qui est susceptible de à la fois nous rendre compte de l'atmosphère générale, des discours et des sentiments des autorités, disons des illustrations, et notamment de ce nouveau personnel politique qui arrive au pouvoir un peu à l'improviste dans des occasions tragiques, et puis de la rue, de l'air de la rue, de l'ambiance, etc. Et puis c'est un témoin intéressant parce qu'il écrit beaucoup. Il publie beaucoup, pas tout, chose vue, ça restera privé jusqu'à sa mort, mais beaucoup d'autres témoignages sous d'autres formes seront publiés très vite, voire immédiatement. Et puis, non seulement il écrit beaucoup, mais il écrit bien. Et ça, c'est l'autre titre grâce auquel on peut convoquer Victor Hugo de manière intéressante pour évoquer cette période, c'est en tant qu'écrivain. C'est en tant qu'écrivain, proprement parlé. Alors là, peut-être, pourquoi ? D'abord parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui sait mettre en forme, ne serait-ce que ça. C'est quelqu'un qui sait donner à des témoignages, à des opinions, à des récits, une forme de telle sorte, de tel ordre, qu'elle a souvent plus de capacité à s'imprimer dans l'émotion, dans la mémoire aussi, qu'un discours simplement journalistique ou théorique ou politique. Il y a toute la dimension de l'éloquence, de l'art du récit, du poétique aussi, ne pas oublier l'importance sociale, incommensurablement plus forte à l'époque qu'aujourd'hui, de la poésie. La poésie, ça se vend moins bien que la prose, d'accord, mais tout le monde connaît des poèmes par cœur, tout le monde récite des poèmes à n'importe quelle occasion, etc. Il y a de la poésie dans la presse. Bon. Un petit point sur la situation littéraire, si j'ose dire, de Hugo à cette époque. C'est un point qui me paraît nécessaire parce que on a souvent une certaine histoire littéraire, malheureusement un peu durable, nous a habitués à des périodisations très problématiques, en général, mais en particulier pour Victor Hugo. En gros, Victor Hugo égale romantisme. Le romantisme, ça s'arrête vers 1840. Donc Victor Hugo, après 1840, c'est passé. Alors ça donne des choses assez invraisemblables. Dans certaines histoires littéraires, toujours sur le marché, dont je tairai les références par pitié humaine, vous avez une histoire littéraire du 19e siècle en 2 volumes. Dans le premier volume, Victor Hugo, il y a 30 pages. Dans le deuxième volume, après 1851, Victor Hugo, il y a 5 pages. Alors, on comprend bien la logique, sauf qu'en l'occurrence, ça laisse entendre que le Hugo d'Hernani, de Cromwell, de Notre-Dame de Paris, des Rayons et les Ombres, c'est 6 fois plus important que le Hugo des Misérables, de la Légende des siècles, des Contemplations, de l'année terrible, de 93, de l'Homme qui rit. Ça ne tient pas debout, à aucun point de vue, et surtout pas d'un point de vue d'histoire.
C'est-à-dire la puissance de production et l'influence littéraire de Hugo, elle est en fait beaucoup plus importante après 1851 qu'avant. Il faut bien comprendre. Hugo, en 70, c'est pas une vieille gloire dépassée, c'est pas Lamartine de ce point de vue. Lamartine, oui, en 70, ben voilà, Lamartine, c'est du passé, à tout point de vue, politiquement comme littérairement. Mais Hugo, c'est pas le cas. Hugo, il est en tête des ventes, on parle de lui en permanence dans les journaux, tous les écrivains, et notamment tous les jeunes talents, la première chose qu'ils font, c'est d'envoyer leur premier recueil ou leur premier roman à Victor Hugo. Voilà, ça ayant été résumé assez magnifiquement par un autre poète très oublié, mais très, très important à la fin du Second Empire et au-delà, Théodore de Banville, qui, dans une de ses ballades, qui est une sorte d'hommage à tous les poètes contemporains de l'époque, donc il y a une strophe par poète, comme ça, et le refrain, ça s'appelle « Ballade pour tous les rimeurs de France », quelque chose comme ça, donc les poètes. Et le refrain de cette ballade, c'est « Mais le père est là-bas dans l'île ». Voilà. Hugo, c'est le père de tous les rimeurs de France qui est là-bas dans l'île. Et c'est pareil pour le roman, etc. etc. Bon, donc, Victor Hugo en 70, c'est ça aussi. C'est en fait, non pas une vieille gloire littéraire, mais l'une des figures les plus importantes, les plus modernes, les plus actuelles de la littérature française du temps. Alors, ce que ça lui permet aussi, lui permet, c'est-à-dire à la fois en termes de réception, Victor Hugo, quand il écrit quelque chose, quand il dit quelque chose, on va voir, parce que c'est actuel, mais aussi bien sûr en termes de production, c'est-à-dire qu'il a du talent, au moins ça. Ça lui permet aussi de trouver très souvent les manières de vraiment, en quelque sorte, imprimer sa marque sur un événement historique, sur une période historique. Trouver les mots qui font mouche et qui durent et qui restent dans les mémoires. Et pour la période qui nous occupe, c'est très net, on a au moins deux exemples, à l'orée et à la fin du Second Empire. Le premier exemple, c'est Napoléon le Petit. On ne peut pas parler de Napoléon III sans un moment ou un autre, qu'on soit d'accord ou pas, c'est autre chose. Mais évoquer la formule Napoléon le Petit. Napoléon le Petit, c'est Victor Hugo. C'est le titre du fameux pamphlet de 52, mais l'expression est utilisée avant, lors de son dernier discours à la tribune de l'Assemblée législative en juillet 51 contre la révision de la Constitution. La formule complète, c'est quoi? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faudrait que nous ayons Napoléon le Petit. Ça fait mouche. C'est l'art du slogan, si vous voulez. La formule lapidaire du slogan, ça marque. Bon. Et puis, plus proche de ce qui nous apporte là, l'expression de l'année terrible. L'année terrible, c'est lui. C'est le titre du recueil de poèmes qu'il publie en 1872 et qui, sous forme poétique, sous forme de journal aussi, puisque le recueil est divisé par mois, de juillet 70 à août, si je ne m'abuse, 71, dresse le bilan poétique, en quelque sorte, de cette année terrible. Bon, voilà, autre exemple d'une puissance d'écrivain, d'une puissance de poète, savoir nommer les choses, en quelque sorte, de telle manière que cela dure, ça marque. Bon, au passage, parce que c'est pas lié, mais enfin, police partout, justice nulle part, c'est lui aussi. C'est également Victor Hugo. J'en ai refait l'historique il n'y a pas longtemps. Et puis, troisième justification, s'il en était besoin de cette convocation, la pertinence de cette convocation d'Hugo, et là, c'est peut-être là aussi un peu minoré dans la mémoire collective, c'est en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Victor Hugo a été député de la Deuxième République, il a été l'un des chefs de la résistance au coup d'État, à Paris en tout cas, c'est l'un des 4 chefs officiels, il signe les proclamations, etc. Il a réussi pendant l'exil, notamment grâce à ses textes engagés, d'abord Napoléon le Petit, puis Châtiment, et puis ensuite par toute une activité de correspondance, d'intervention dans la presse, etc., s'imposer comme une figure non seulement nationale, mais internationale du mouvement républicain, du mouvement républicain libéral dans ces années 60, etc. Et quand il rentre, il est reçu à tous ses titres.
bien sûr comme grand écrivain, mais aussi comme un acteur politique au moins potentiel avec lequel le parti, entre guillemets, dans ses différentes composantes, doit compter. Donc même si Hugo, pendant le siège, se tiendra volontairement, et sera aussi en partie tenu, un peu en marge des sphères de décision, il a néanmoins accès de facto et de jure à toutes les sphères où les choses se décident. C'est-à-dire quand il écrit à Gambetta lit et répond, parce que c'est Hugo. Pareil pour Trochu, gouverneur militaire de Paris. Pareil aussi pour les militants, un bon nombre en tout cas de militants socialistes. C'est aussi la force de Hugo, il peut faire le lien entre les républicains officiels et le mouvement ouvrier dont beaucoup déclencheront la Commune quelques mois plus tard. Et puis on le verra bien au moment retour de la vie politique entre guillemets normale avec les élections à l'Assemblée nationale de 71 où Hugo sera élu triomphalement député à Paris. C'est le deuxième meilleur résultat, c'était des scrutins de liste à l'époque. Bon, donc voilà. Introduction un petit peu longue, un peu méthodologique aussi, mais c'est important, surtout là je crois qu'il y a beaucoup d'historiens parmi les auditeurs, d'essayer de comprendre que convoquer historiquement ou historiennement un écrivain, c'est pas seulement parce que ça fait bien, c'est joli, on va avoir des chouettes textes, en général c'est vrai, mais c'est aussi, alors pas toujours, ça dépend des périodes et des personnes, mais c'est parfois très clairement inscrit dans un certain nombre de réalités qu'il est bon de rappeler. Alors, je vais présenter mon propos de manière on ne peut plus classique, c'est-à-dire chronologique. Et je commencerai par rappeler en fait la position de Hugo, et à travers lui d'ailleurs de la majorité des républicains, en fait, en tout cas d'une bonne partie, avant la guerre. Avant la guerre, et plus généralement aussi avant la guerre, sur la question de la guerre. Et secondairement sur la question de l'armée, d'ailleurs. Et ce qui est très clair, c'est que pour Hugo, comme pour beaucoup de républicains, l'idéal républicain va alors avec le pacifisme. Une certaine forme de pacifisme, et chez Hugo, c'est très clair. Pacifisme qui va avec cet idéal de république universelle, ou dans un premier temps au moins d'États-Unis d'Europe, qui là aussi ne sont pas des simples rêveries de rêveurs, ou de poètes, etc., mais qui est un idéal et un programme partagé par beaucoup des républicains du temps. Je cite toujours comme exemple, encore on déborde un peu, mais la fin de la proclamation de la Fédération des gardes nationaux qui va lancer l'insurrection de la Commune, c'est « Vive la République universelle ». Louise Michel, quand elle clôt ses lettres, c'est « Vive la République sociale et universelle ». Donc, voilà, c'est pas un programme, un slogan de poète, c'est un programme et un slogan qui est partagé, au moins superficiellement peut-être, mais enfin, en tout cas officiellement, par beaucoup de républicains, plutôt à la gauche d'ailleurs du mouvement républicain sous l'Empire. De manière plus générale, il faut peut-être rappeler l'ambivalence que le 19e siècle dans son ensemble entretient avec la question de la guerre et du guerrier. Bon, d'abord, dans un premier temps, c'est vrai que rétrospectivement, vu ce qu'on a connu dans la première moitié du 19e siècle, on a toujours l'impression que le 19e siècle, il ne se passe pas grand-chose, c'est une période de paix. En fait, non. Stéphane l'a rappelé tout à l'heure dans le contexte immédiat de 70, mais voilà, là, dans ces années-là, on a au moins 3 grandes guerres en Europe, les guerres d'Italie, la guerre austro-prussienne, et puis finalement la guerre franco-allemande. Alors, et puis il y en a d'autres. Ce qui est vrai, c'est que contrairement aux guerres napoléoniennes en amont et aux guerres mondiales en aval, ces conflits restent limités en général dans le temps. Le conflit franco-prussien, c'est l'un des plus longs. Un an, presque un an, bon, même si en fait, militairement parlant, la chose est réglée en 3 mois. Et puis, relativement généralisé au sens où on n'a jamais toute l'Europe en guerre. Ça reste limité à 2, 3 belligérants. Voilà.
il n'en reste pas moins que la guerre est bien là, et que d'autre part, cette guerre, à partir de ces années-là, justement, de la deuxième moitié du 19e siècle, elle change totalement de nature. Parce que la révolution industrielle est passée par là. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une guerre encore sous Napoléon. On met un soldat très bien entraîné, il met au minimum 1 minute pour recharger son fusil. Il apprend ça par cœur, il y a 18 mouvements, enfin bon, etc. Bon. Une fois quand il tire, on ne voit plus rien, parce que c'est de la poudre noire. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des uniformes de couleur à cette époque. On voit à travers. On balance des balles en métal, rondes. Honnêtement, si on a un peu de chance, on peut s'en prendre une dizaine dans sa carrière. On pourra montrer les cicatrices, mais ça ira, quoi. L'artillerie, c'est pas ça encore. Bon. Tout ça, c'est déjà totalement fini au moment de la guerre franco-prussienne. On a les projectiles coniques, avec une puissance vulnérante, une force de pénétration sans commune mesure. Je vous disais un coup par minute. Là, on a des mitrailleuses. C'est autour de 100 coups par minute. C'est incommensurable. L'artillerie de campagne, ça devient vraiment autre chose. En puissance de feu, en précision, en capacité de destruction. Et puis, bien sûr, toute la force économique qu'il faut derrière. Je ne parle même pas du rôle des chemins de fer, etc. Alors, la guerre de l'époque qui a le mieux montré cette puissance destructrice et cette modernité sinistre de la guerre, c'est la guerre américaine, la guerre civile américaine, la sécession. Et en particulier parce qu'elle a duré 4 ans. Donc, elle est beaucoup plus directement, de ce point de vue, annonciatrice des guerres totales du XXe siècle que ne le sont les conflits relativement limités sur le continent européen à cette époque. Il n'empêche que, techniquement parlant, avec tout ce que ça implique en termes de modification de l'art de la guerre et de puissance destructrice des armes, la chose est déjà là. Il y a plus de différences de ce point de vue entre les guerres napoléoniennes et la guerre de 70 qu'entre la guerre de 70 et la guerre de 14. Et les contemporains le savent. Alors, ceci dit, donc, ambivalence, parce qu'on a dit, des grands historiens, je pense à Moses, le grand historien américain, ou plus récemment repris par Hervé Mazurel dans son très beau livre, Vertige de la guerre, consacré notamment à la guerre d'indépendance de Grèce, que le 19e siècle avait été peut-être le siècle où l'idéalisation du guerrier avait été la plus forte. Et de fait, il y a une nostalgie, en quelque sorte, de l'héroïsme hérité de Napoléon, en particulier en France, mais pas seulement en France, qui, une forme de virilisme aussi, qui a pu, en effet, être assez généralisé. Et dont on repère les marques dans l'iconographie, dans la poésie, chez Hugo lui-même, en tout cas avant cette période. Mais en même temps, comme souvent en histoire, on a une période historique, on a souvent tout et son contraire. Après, c'est une question de voir comment la dynamique se fait. En même temps, le 19e siècle, c'est le moment d'émergence du pacifisme moderne, d'une conception moderne du pacifisme et des premières formes d'organisation. Très imparfaite, certes, mais une forme d'organisation d'un mouvement pacifiste international. Et de ce point de vue, Hugo, comme souvent, est très représentatif de cette ambivalence, sinon de ces contradictions. Il a été à la fois, surtout avant le coup d'État d'Auguste Bonaparte, l'un des vecteurs, en quelque sorte, de cette héroïsation de l'héroïsme guerrier, à travers notamment tous ces poèmes napoléoniens d'avant l'exil. De ce point de vue, pour lui comme pour d'autres, le coup d'État de Napoléon le Petit lui a fait assez radicalement changer son fusil d'épaule. Il a compris à quel point le mythe napoléonien avait servi la tyrannie du neveu en termes de propagande, et on le voit évoluer très nettement pendant l'exil quant à son évaluation, disons, de l'épopée militaire, de l'héroïsme guerrier, etc. Toujours est-il qu'à la veille de ce conflit, Hugo campe très clairement sur des positions pacifistes dont certains accents peuvent sonner comme étonnamment à la fois radicaux et modernes à une oreille d'aujourd'hui. C'est le cas dans l'ouverture du texte qu'il est chargé de rédiger
à l'occasion de l'exposition universelle de 1867, hein, on pas sur l'importance des expositions universelles dans toute cette période, mais à un moment où les tensions commencent à être importantes. Hein. Tout le monde dit que l'attraction majeure de l'exposition universelle de 67, ça n'a pas été la galerie de ceci, les machines, ça a été les canons Krupp. Là, on a vu débarquer du lourd. Hein, et le ministre de la Guerre, le général Niel, il se dit, oula, ok, le fusil, on est bon avec le chasse-peau, mais le canon, là, on n'y est pas. Hein, on en est loin. Et donc, il y a eu une grande opération éditoriale autant que littéraire à cette occasion, montée par Lacroix, l'éditeur franco-belge qui avait publié Les Misérables d'ailleurs, et qui réunit en fait tout le gratin de l'intelligence française, littéraire, historienne, etc., pour présenter cette exposition qui s'appelle Paris. Hein, donc, il y a une quarantaine d'auteurs, etc. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, à qui confie-t-on l'ouverture, l'introduction de ce Paris Guide, c'est le titre exact, on le confie à Victor Hugo, qui est en exil encore, hein, opposant déclaré, mais qui va profiter de cette occasion pour chanter à la fois la gloire de Paris, hein, c'est un grand thème gaulien et plus généralement romantique, et puis donner un peu son programme. Alors voilà comment ça marche. Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera grande, ce qui ne l'empêchera pas d'être libre. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l'humanité. Elle aura la gravité douce d'une aînée. Elle s'étonnera de la gloire des projectiles coniques. Les projectiles coniques, c'est ces nouvelles bases, cette nouvelle forme de balle qui pénètre beaucoup mieux que j'évoquais tout à l'heure et qui est donc l'une des modernités sinistres de l'armement moderne. Elle s'étonnera de la gloire des projectiles coniques et elle aura quelque peine à faire la différence entre un général d'armée et un boucher. La pourpre de l'un ne lui semblera pas très distincte du rouge de l'autre. Une bataille entre Italiens et Allemands, entre Anglais et Russes, entre Prussiens et Français, lui apparaîtra comme nous apparaît une bataille entre Picards et Bourguignons. Elle considérera le gaspillage de sang humain comme inutile. Elle n'éprouvera que médiocrement l'admiration d'un gros chiffre d'hommes tués. Le haussement d'épaule que nous avons devant l'Inquisition, elle l'aura devant la guerre. Elle regardera le champ de bataille de Sadova, hein, la victoire décisive de la Prusse contre l'Autriche en 1966. Elle regardera le champ, donc l'année juste avant la rédaction de ce texte, hein, c'est de l'actualité brute. Elle regardera le champ de bataille de Sadova de l'air dont nous regarderions le Quemédero de Séville, hein, c'est-à-dire ce bûcher gigantesque dans lequel l'Inquisition faisait brûler les Juifs. Elle trouvera bête, c'est le bête qui est le plus désastreux, si vous voulez, dans cette entreprise de démolissage, de démolition, pardon, de l'héroïsme épique. Hein. Elle trouvera bête cette oscillation de la victoire aboutissant invariablement à de funèbres remises en équilibre et Waterloo, et Austerlitz, toujours soldés par Waterloo. Bon, voilà. Je pourrais aller au-delà, hein, je l'avais prévu, mais le temps passe. Et donc, on voit bien non seulement une affirmation pacifiste, hein, donc cette nation extraordinaire, hein, Hugo finit par dire, elle aura pour capitale Paris, mais ne s'appellera pas la France, hein, elle s'appellera l'Europe, et dans les siècles suivants, encore transfigurée, elle s'appellera l'humanité. Donc, on est là vraiment sur un discours très clairement internationaliste, hein, et qui introduit son internationalisme avant tout sur le mode du pacifisme, et d'un pacifisme volontiers pas hétérodoxe, iconoclaste. Hein. Waterloo, Austerlitz, c'est bête. En fait, le général d'armée, bof. C'est vraiment important de savoir combien on a tué d'hommes, après tout. On pourrait peut-être en faire autre chose de ces hommes-là. On est vraiment déjà dans un discours qu'on pourra retrouver plutôt dans les dernières années de la guerre de 14, hein, ou après, la dénonciation de la chair à canon, etc., etc. Et puis, d'un point de vue peut-être plus politique encore, hein, lors d'une de ces interventions, dans le cadre de ses premiers essais d'organisation d'un pacifisme international, on appelle la Ligue de la paix, hein, la Ligue pour la paix et la liberté, qui est une association surtout animée par des Saint-Simoniens,
on dirait aujourd'hui c'est une ONG, si vous voulez, mais qui tient des congrès annuels qui sont très médiatisés, en tout cas à la fin du Second Empire, et qui d'ailleurs au passage ont l'intérêt, si j'ose dire, de se dérouler souvent en Suisse, déjà, hein, et presque toujours la semaine d'avant ou la semaine d'après des congrès de la première internationale socialiste, la première AIT. Ce qui est très frappant. Il y a vraiment une étude à faire là, parce que du coup, hein, quand la Ligue de la paix, qui est plutôt une ligue bourgeoise, hein, de bourgeois éclairés, progressistes, etc., se réunit à Lausanne, l'AIT se réunit à Bâle, il y a des choses comme ça. Et puis c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc il y a une partie des délégués qui font l'aller-retour. Bon, alors voilà ce que Hugo écrit aux organisateurs du Congrès de la paix de 1869. Donc, vous voyez, là, on est en pleine montée des périls. 1869, alors qu'il il en est désigné comme pour être le président d'honneur. Donc là, c'est avant, il fera un discours de clôture, mais c'est avant, c'est un texte, c'est une lettre qu'il envoie aux organisateurs avant l'ouverture du Congrès. Les rois s'entendent sur un seul point, éterniser la guerre. On croit qu'ils se querellent, pas du tout. Ils s'entraident. Les rois épuisent leurs malades, le peuple, par le sang versé. Il y a une farouche fraternité des glaives, d'où résulte l'asservissement des hommes. Donc là aussi, vous voyez, une théorie, en quelque sorte, politique, hein, très 20e siècle, hein, d'une certaine manière. Mais c'est pas tellement parce que Hugo est précurseur, c'est parce qu'on a un peu oublié cette tradition. C'est plutôt ça. Hein. Il y en a d'autres qui disent des choses pareilles à cette époque. Mais qui est magistralement formulée. Voilà, la guerre, c'est pas une guerre entre peuples. La guerre, c'est un des moyens d'asservissement du peuple par les puissants. On croit qu'ils se querellent, pas du tout, ils s'entraident. Donc là, on a l'impression d'avoir une sorte de congé donné au patriotisme populaire, sauf qu'évidemment, l'événement historique va faire revenir ce patriotisme au galop. Alors c'est le deuxième temps de mon propos, plus direct, mais je pense qu'il était nécessaire de remettre ce contexte en mémoire. Donc Hugo pendant la guerre. Hugo pendant la guerre, Hugo, je dirais, comme figure publique ou comme chose publique du siège. Et, la défaite de Sedan, le 2 septembre, défaite majeure, avec c'est un cas rare, où le chef d'État est fait prisonnier par l'ennemi. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples de l'histoire française, d'ailleurs. Je ne crois pas. Et puis, donc, la proclamation de la République à Paris, aussi à Lyon et à Marseille. Et même les Marseillais sont très fiers de dire qu'ils l'ont proclamé avant les Parisiens, une fois à quelques heures de distance. Mais évidemment, c'est Paris qui compte parce que c'est là qu'est le centre de pouvoir, l'Assemblée et compagnie. Et le 5, le lendemain, donc, retour de Victor Hugo en France. Alors, il faut comprendre quand même un peu ce que ça veut dire. Hugo, c'est le plus grand écrivain français. C'est l'époque. Il n'y a pas photo. C'est le plus lu, c'est le plus traduit, c'est le plus... bon. Et le plus grand écrivain français n'a pas mis les pieds sur le sol du territoire national depuis près de 20 ans. Une génération, pour ainsi dire. Beaucoup 20 ans. Alors, là aussi, une toute petite mise au point rapide. On dit souvent, oui, Hugo, exilé volontaire, etc. Non, il faut distinguer les périodes. Hugo donc, fait partie des députés de la gauche qui appellent à la prise d'armes, à la résistance armée contre le coup d'État de Louis-Napoléon. Pas seulement à la résistance légale, comme les députés libéraux de 1952, mais à la résistance armée. Et il est désigné comme l'un des chefs principaux de cette résistance. Bon. Donc, il tombe sous le coup, dès décembre 1951, d'un décret de proscription officielle. Il est interdit du territoire français. Voilà. Avec les 60 autres députés. Alors, ce qui est vrai, c'est que pendant les premiers mois d'exil, il subit des avances. Finalement, Napoléon n'était pas encore Napoléon III, il n'a pas grand-chose à gagner à avoir une figure comme Hugo campé à l'époque
à Bruxelles, s'il pouvait revenir tranquillement, on le laisserait tranquille. Bon, il ne ferait plus de politique. C'est un grand poète. Il y a une anecdote célèbre, et évidemment très significative. Il faut voir aussi comment la politique se fait et se dit à cette époque, dans ces circonstances. On reprend au printemps de 1851, donc juste après le coup d'État, on reprend une pièce de Hugo, La Comédie Française, Marion Delorme. Et évidemment, le prince-président, Louis-Napoléon Bonaparte, assiste à cette représentation, à cette reprise dans la loge présidentielle, et dit à qui veut bien entendre, donc c'est-à-dire à toute la presse, ce monsieur Victor Hugo a décidément un bien grand talent. Bon. Au même moment, Hugo reçoit un envoyé un peu bizarre. Voilà, si vous rentrez tranquillement, on ne vous fera pas d'ennui. Et comme ce n'est pas du tout ce que Hugo a en vue, boum, la réponse, c'est Napoléon le Petit. Bon, à partir de Napoléon le Petit, si vous voulez, là, c'est clair. Les ponts sont coupés et il n'y aura plus de Victor Hugo à la Comédie Française. Donc là, jusqu'à cette période-là, jusqu'à l'amnistie de 59, en fait, ce n'est pas une proscription, ce n'est pas un exil volontaire, c'est une proscription. Il pourrait éventuellement rentrer, mais en demandant sa grâce, etc. Bon, voilà. À partir de 59, en effet, c'est volontaire. Puisqu'en 59, c'est une amnistie, donc tout le monde peut rentrer. La peine est abolie. Et Hugo répond par voie de presse. En ce qui me concerne, je n'accorde aucune importance à la chose nommée amnistie. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. Alors, depuis le début de la guerre, il y a tout le clan Hugo qui est à Paris, parce que c'est toute une machine médiatique aussi. Hugo. Bien sûr, lui, il est sur son rocher. Mais il y a Maurice Yavacri, il y a son clan, il y a ses amis, il y a ses fils aussi qui maintiennent le contact, qui organisent le milieu, etc. À la fois dans les milieux littéraires et les milieux politiques. Et donc, là, le clan dit, là, il faut que vous teniez prêt. Et donc, Hugo est à Bruxelles. Depuis la déclaration de guerre, il a une location à Bruxelles, là où il offrira l'asile aux communards au printemps suivant, il est à Bruxelles. Et le 4, la République est proclamée, le 5, Hugo est garde du Nord. En 1870. 70, oui. Le 5, Hugo est garde du Nord, accueilli par la foule, et avec le fameux discours « J'avais dit, quand la liberté rentrera, je rentrerai, la République de retour, me voici ». C'est vachement bien milité, c'est un coup de com' politique absolument fabuleux, mais pas seulement, enfin c'est de la com' politique risquée, habitée, parce qu'il va tenir le coup. D'une part, il fait ce qu'il a dit, puis d'autre part, il va tenir le coup, lui il va rester. Alors quelle est la position d'Hugo au début de cette période, au tout début de cette République qui n'est pas encore officielle, on va d'abord essayer, là aussi comme beaucoup de républicains, mais lui à sa manière, de voir si, après tout, sans doute sans grand espoir, mais bon, l'Empire est tombé. L'Empire a déclaré la guerre, comme l'a rappelé Stéphane. C'est la France qui a déclaré la guerre. Bon. L'Empire est défait, mais avant tout, l'Empire est tombé. Plus l'Empire. Donc, on va dire Allemagne, voilà, c'est réglé. Le différend est réglé. Vous pensez bien que ce n'est pas du tout l'avis de Bismarck. Bismarck, lui, il veut une défaite franche et entière et pas régler ça sur le terrain du régime politique français. Ça, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est mettre la France à genoux pour avoir l'occasion, enfin, comme l'a rappelé Stéphane, de réunir autour de lui, dans le nouvel empire d'Allemagne, qui, symboliquement, sera proclamé à Versailles. Ça aussi, c'est quand même unique. Proclamation d'un nouvel État européen qui se fait dans le lieu de souveraineté traditionnel de royaume vaincu. Ça dit tout. C'est grâce à la défaite de la France, obtenue en commun avec les alliés allemands, qu'on peut faire l'Empire d'Allemagne. Sinon, Louis II de Bavière n'était pas chaud. Mais après la défaite de la France, l'opinion publique n'aurait pas compris. Allemande n'aurait pas compris. Donc c'est vraiment sur une défaite française pleine et entière que Bismarck sait qu'il peut faire son Allemagne unie. Donc, voilà, l'argument, maintenant c'est la République, donc vous allez rentrer chez vous bien gentiment. Bon, tout le monde sait, sans doute, y compris Hugo, que ça a peu de chances de marcher. Mais on va quand même essayer. Et ça aussi, là je vais vous citer un texte, bon, c'est une proclamation dans la grande rhétorique gaulienne, républicaine, etc. Mais ça accompagne et ça appuie les démarches diplomatiques qu'au même moment, Thiers, qui fait un tour d'Europe des capitales, et essaye
cette fois de manière sérieuse, étatique, d'entreprendre pour essayer d'obtenir une suspension d'armes ou de nouvelles alliances, ou enfin essayer en quelque sorte de capitaliser sur ce changement de régime, cette chute de l'Empire, pour essayer de mettre fin à la guerre ou d'en changer au moins les coordonnées diplomatiques. Ça ne marchera pas. Bon, alors voilà ce qu'écrit, ce que fait publier Hugo tout de suite. C'est un texte de septembre, c'est la date là, oui, le 9 septembre. Donc vous voyez, Sedan, c'est le 2, la République, la chute de l'Empire, c'est le 4, le retour de Hugo, c'est le 5. Le texte que je vais vous lire, là, c'est le 9. On est dans l'actualité brûlante. Allemand, un texte qui s'appelle « Aux Allemands ». Allemand. Celui qui vous parle est un ami. Il y a 3 ans, à l'époque de l'exposition de 1867, rappelez-vous, c'est le premier texte que je vous ai lu, du fond de l'exil, je vous souhaitais la bienvenue dans notre ville. Quelle ville? Paris. Car Paris ne nous appartient pas à nous seuls, nous Français. Paris est à vous autant qu'à nous. Berlin, Vienne, Dresde, Munich, Stuttgart sont vos capitales. Paris est votre centre. Ce mythe un peu condescendant, mais malin. Voilà. Paris, ville universelle. Dans la configuration rêvée par Hugo des États-Unis d'Europe, Paris est la capitale. Mais ce n'est pas la capitale de la France. C'est Washington, D.C. La capitale de la France, dans la fédération européenne rêvée par Hugo, c'est Lyon. Paris, c'est Washington, D.C. C'est la ville fédérale. Bon. Car c'est à Paris que l'on sent vivre l'Europe. Paris est la ville des villes, Paris est la ville des hommes. Il y a eu Athènes, il y a eu Rome, il y a Paris. Bon. Paris n'est autre chose qu'une immense hospitalité. Aujourd'hui, vous y revenez. Comment? En frère, comme il y a 3 ans? Non, en ennemi. Pourquoi? Quel est ce malentendu sinistre? 2 nations ont fait l'Europe. Ces 2 nations sont la France et l'Allemagne. L'Allemagne est pour l'Occident ce que l'Inde est pour l'Orient, une sorte de grande aïeule. Nous la vénérons. Mais que se passe-t-il donc? Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, cette Europe que l'Allemagne a construite par son expansion et la France par son rayonnement, l'Allemagne veut la défaire. Est-ce possible? L'Allemagne déferait l'Europe en mutilant la France. L'Allemagne déferait l'Europe en détruisant Paris. Réfléchissez, pourquoi cette invasion? Pourquoi cet effort sauvage contre un peuple frère? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Cette guerre, est-ce qu'elle vient de nous? C'est l'Empire qui l'a voulu, c'est l'Empire qui l'a faite. Il est mort, c'est bien. Nous n'avons rien de commun avec ce cadavre. Il est le passé, nous sommes l'avenir. Il est la haine, nous sommes la sympathie. Il est Capoue et Gomorrhe, nous sommes la France. La République, c'est la France. Nous sommes la République française. Nous avons pour devise liberté, égalité, fraternité. Nous écrivons sur notre drapeau États-Unis d'Europe. Nous sommes le même peuple que vous. Nous avons eu Vercingétorix comme vous avez eu Arminius. Le même rayon fraternel, trait d'union sublime, traverse le cœur allemand et l'âme française. Cela est si vrai que nous vous disons ceci. Bon, etc. Je passe. Vous venez prendre Paris de force, mais nous vous l'avons toujours offert avec amour. Ne faites pas fermer les portes par un peuple qui de tout temps vous a tendu les bras. N'ayez pas d'illusions sur Paris. Paris vous aime, mais Paris vous combattra. Paris vous combattra avec toute la majesté formidable de sa gloire et de son deuil. Paris, menacé de ce viol brutal, peut devenir effrayant. Donc là, on a, avec, encore une fois, la grandeur rhétorique de l'éloquence du temps, moins empoulée qu'on le dit souvent. Il y a, comme toujours chez Hugo, des ruptures de ton entre les grandes périodes et puis des moments très, très, très brutaux, très, très heurtés, très concrets aussi. Mais voilà, cette idée offre de paix, offre d'alliance même. Mais attention, si vous venez nous chercher, on va répondre. Donc, évidemment, comme de manière attendue, l'offensive allemande, loin de cesser, se poursuit et s'amplifie, parce qu'en gros, surtout après la capitulation de l'armée de Metz, dirigée par Bazaine, bon, on y reviendra, mais il n'y a plus d'armée. Donc, c'est comparable à juin 40.
Donc, on l'a vu, la bataille du Mans, c'est vraiment les dernières escarmouches, les dernières forces jetées dans la bataille. On sauve l'honneur, disons, mais on ne va pas faire plus. Donc, l'offensive allemande, elle continue, à tel point que, même alors que les troupes se déplacent à pied et à cheval, et ben, ça n'empêche, et puis un peu en chemin de fer, quand même. Mais enfin, voilà, dès mi-octobre, Paris est cerné, hein, Paris est assiégé. Mais avant même, on va avoir donc la déclaration symétrique, en quelque sorte, à celle que je viens de vous lire, aux Français, cette fois datée du 17 septembre, donc 8 jours plus tard. Nous avons fraternellement averti l'Allemagne. L'Allemagne a continué sa marche sur Paris. Elle est aux portes, c'est vrai. L'Empire a attaqué l'Allemagne comme il avait attaqué la République, à l'improviste, en traître. Et aujourd'hui, l'Allemagne, de cette guerre que l'Empire lui a faite, se venge sur la République. Soit. L'histoire jugera. Ce que l'Allemagne fera maintenant la regarde. Mais nous, France, nous avons des devoirs envers les nations et envers le genre humain. Remplissons-les. Je passe un peu. Que toutes les communes se lèvent, que toutes les campagnes prennent feu, que toutes les forêts s'emplissent de voix tonnantes, tocsin, tocsin, que de chaque maison il sorte un soldat, que le faubourg devienne régiment, que la ville se fasse armée. Les Prussiens sont 800 000, vous êtes 40 millions d'hommes. Dressez-vous et soufflez sur nous. Lille, Nantes, Tours, Bourges, Orléans, Dijon, Toulouse, Bayonne, saignez vos reins. En marche, Lyon, prends ton fusil. Bordeaux, prends ta carabine. Rouen, tire ton épée. Et toi, Marseille, chante ta chanson, la Marseillaise. Et viens, terrible. Citez, 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 faites des forêts des pics, épaississez vos baïonnettes, attelez vos canons, et toi, village, prends ta fourche. On n'a pas de poudre, on n'a pas de munitions, on n'a pas d'artillerie. Erreur, on en a. D'ailleurs, les paysans suisses n'avaient que des cognets, les paysans polonais n'avaient que des faux, les paysans bretons n'avaient que des bâtons. Tout s'évanouissait devant eux. Tout est secourable à qui fait bien. Nous sommes chez nous, nous sommes chez nous. La saison sera pour nous, la bise sera pour nous, la pluie sera pour nous. Guerre ou honte, qui veut peut. Un mauvais fusil est excellent quand le cœur est bon. Un vieux tronçon de sabre est invincible quand le bras est vaillant. C'est aux paysans d'Espagne que s'est brisé Napoléon. Tout de suite, en hâte, sans perdre un jour, sans perdre une heure, que chacun, riche, pauvre, ouvrier, bourgeois, a une arme ou à un projectile, laboureur, prenne chez lui ou ramasse à terre tout ce qui ressemble à une arme ou à un projectile, rouler des rochers, entasser des pavés, changer les socs en haches, changer les sillons en fosses, combattez avec tout ce qui vous tombe sous la main, prenez les pierres de notre terre sacrée, lapidez les envahisseurs avec les ossements de notre mère, la France. Ô citoyens, dans les cailloux du chemin, ce que vous leur jetez à la face, c'est la patrie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose à part ça, de plus moderne? We will fight in France, we will fight on the sea, we will fight in the hill, we will fight in the towns, we will fight in the streets, we will never surrender. Le grand discours de Churchill de juillet 1940 à l'approche de la menace de l'invasion allemande. Alors, je ne dis pas que Churchill a lu Hugo, enfin, il a dû le lire d'ailleurs, sûrement, grande culture francophile, mais ce n'est pas le problème. Je veux dire, c'est que là, on est, avec le texte de Hugo, dans un de ces textes qui va figurer en quelque sorte ce mythe, j'aime pas trop le mot parce que ça laisserait entendre que c'est un mensonge, mais disons cette figure de mobilisation de la guerre de résistance, de la guerre de résistance à l'invasion, configurée comme lutte à outrance de tout un peuple, par tous les moyens possibles, et donc invincible. Et puis, cette alliance avec le fait qu'on ne doit pas se rendre, jamais. We will never surrender. C'est bien ça que dit Hugo. Et c'est ce que dira De Gaulle contre Pétain. On a une constante, si vous voulez, un peu à la fois émotionnelle et politique, là, qu'on comprend bien. Alors, on voit bien, et vous avez vu, c'est pas de la contradiction, c'est pas « Oh, bah finalement, j'ai changé d'avis ».
c'est présenté comme cohérent. Je suis pacifiste, j'ai pour idéal les États-Unis d'Europe, mais on peut rien fonder, on ne va pas fonder l'Europe allemande. On ne va rien fonder sur la base d'une invasion qui trahit le sentiment populaire, qui s'en prend à la République en plus, etc. Donc, alors là, on débranche en quelque sorte, hein, on change d'instrument, et qu'est-ce qu'on met en avant? Bien sûr, là, c'est le grand mythe de l'an 2, c'est la levée en masse, c'est les soldats va-nu-pieds qui ont refoulé toutes les armées de l'Europe, etc. Et ça, à bien des égards, je crois que Hugo y croit. Il y croit profondément. Or, c'est totalement illusoire. Mais il ne pourra jamais l'admettre. Vous voyez, quand Churchill dit « We will never surrender », etc., ça a marché. Mais d'une part, parce que l'Angleterre est une île, comme disait le général de Gaulle, et puis que finalement, ils n'ont pas été envahis. Et puis que surtout, de toute façon, comme il y avait une minorité, il y avait une armée. Une armée mal en point, mais il y avait une armée. Il y avait une armée, il y avait un État, etc. Bon, après Sedan et après la capitulation de Metz, il n'y a plus d'armée. Or, ce qu'on pouvait faire à la limite, ça s'est fait sur le fil, hein, en 1792, c'est-à-dire dans les conditions d'une guerre pré-moderne, c'est plus faisable en 70. C'est pas en 3 semaines qu'on produit 50 000 mitrailleuses. C'est pas en 3 semaines qu'on forme des soldats fustiles volontaires au maniement des armements modernes et au mouvement de la guerre moderne. Donc évidemment, la figure du garde national, notamment parisien, hein, tous les hommes valides sont armés. Ils ont des armements d'ailleurs, mais ce n'est pas des soldats. Hein, ils ont peut-être des armements, mais ils ne savent pas s'en servir. Ils ne savent pas manœuvrer. Ils savent pas... Bon, en face, on a la meilleure armée du monde, l'armée prussienne. Donc, voilà. Par contre, on va sauver l'honneur. Et ça, c'est vrai que Hugo va y contribuer, mais avec d'autres. Hein. On va réussir à faire la Troisième République avec cette résistance qui, militairement, finalement, n'avait pratiquement aucune chance. Hein. C'est, contrairement à ce qui se sera passé en 1940, de sauver l'honneur. Hein, la République française va montrer qu'elle est capable de tenir quelques mois contre un ennemi évidemment supérieur. Ça jouera. Pas immédiatement, mais ça jouera. Et la manière dont la France vaincue de 70 sera ensuite, pas tout de suite, mais enfin reconnue par les autres puissances, ne sera pas la même que la manière dont la débâcle de 40, qui a d'autres causes, va affecter durablement l'image de la France dans le concert international, malgré la geste gaulienne et résistante qui permettra quand même en 1945 à la France d'aligner 8 divisions, c'est quand même pas rien. Bon. Mais voilà. Notez la référence aux Vendéens, enfin aux paysans bretons. Notez la référence aux paysans espagnols. C'est intéressant, ça. Parce que là, on a un appel patriotique qui n'est pas nationaliste. Les paysans bretons, voilà, l'énergie des paysans bretons, c'est la guerre de Vendée, hein, c'est ça dont il est question. Pourtant contre la République. Mais cette énergie héroïque, il faut qu'on la retrouve. Et les paysans espagnols qui se battaient contre Napoléon Ier, ben, ils avaient raison. Et ils ont été victorieux. Donc là, on voit bien aussi comment c'est la dimension avant tout populaire qui est prise en compte dans cette résistance patriotique. Bon, il n'empêche encore une fois, du coup, le caractère un peu illusoire hein, de ce scénario, disons, et ben, il va, on y reviendra un peu, il va être le soubassement de toutes les interprétations de type trahison. Si la France ne gagne, enfin, si l'armée française ne gagne pas à Châteaudun, si les grandes sorties en masse de Paris de l'automne et de l'hiver 70-71 ne réussissent pas, si la bataille du Mans est perdue, etc., c'est forcément la faute à la trahison. Alors en plus, il y en a eu des trahisons. Bazaine, c'est pas loin d'être une trahison quand même, hein, la manière dont Bazaine capitule et livre son armée. Il a été condamné pour tel, ce qui, bon, après les historiens,
pas ce qu'en pense Stéphane, à la limite, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir parmi les républicains, notamment les plus patriotes, hein, et là, vous voyez que le patriotisme, là, il va passer à gauche, très très vite, voire à l'extrême gauche. Ce sera le sentiment dominant des futurs communards. Si on a perdu, c'est qu'on a été trahi. Parce que sinon, c'est pas explicable. La France républicaine, elle vient en masse, etc. Donc là, ça va être un point, par contre, qui pourra avoir des prolongements assez délicats à gérer ensuite. Je reviens une seconde sur ce fameux texte d'appel à la résistance à outrance. J'ai dit que ça n'a pas eu d'utilité, enfin, c'est difficile que ça puisse avoir une utilité militaire. Un bémol quand même, c'est dans cet esprit, je ne dis pas que c'est Hugo qui soit l'inspirateur unique de cela, bien sûr, mais en tout cas, ça consonne avec le mouvement des francs-tireurs, hein, qui, pendant l'automne 70, dans les provinces de l'Est, donc derrière les lignes allemandes, vont mener des opérations de guérilla qui ne seront pas négligeables, qui seront très risquées, parce que là, du coup, selon les termes discutable d'ailleurs du droit de la guerre, ce n'est pas des soldats réguliers, et donc eux, s'ils sont pris, ils sont fusillés immédiatement. Au passage, ces francs-tireurs, puisqu'on évoquait aussi cette mémoire plus ou moins oubliée du conflit, ils vont réapparaître pendant la résistance à l'occupation nazie, dans les milieux communistes principalement, sous la forme des FTP, francs-tireurs partisans. Alors, partisans, c'était l'allusion aux partisans soviétiques, de la Russie soviétique, mais francs-tireurs, c'était la reprise explicite de ces francs-tireurs de 70. Et c'est typique d'ailleurs de la logique idéologique du Parti communiste de cette période. L'allégeance à la patrie révolutionnaire, mais l'inscription dans la tradition patriotique nationale. FTP, c'est vraiment cette synthèse-là. Bon. Alors, pour revenir à nos boutons, si je veux dire, en tout cas, Hugo, il y a un élément parmi les différents aspects de ce séjour, disons, de Hugo à Paris pendant le siège, et de son influence, son activité, de ce qu'il incarne, qu'il faut évoquer pour commencer, peut-être d'abord, parce que c'est aussi l'ordre chronologique, l'affaire se déplie dès septembre et puis surtout octobre-novembre, c'est, si j'ose dire, l'affaire des châtiments. Vous vous souvenez la caricature que vous a montrée Stéphane pour commencer, la toute première. Vous voyez Hugo là, ce gars est sous le bras, un énorme pavé, c'est les châtiments. Les châtiments, vous vous souvenez, c'est le recueil poétique que Hugo publie en 1853 contre le nouveau régime impérial. C'est, comme il le dit lui-même, vous voyez, si vous regardez bien, il y a châtiment, le titre. Et comme le dit Hugo lui-même, c'est le pendant en vers de Napoléon le Petit. L'empereur est cuit d'un côté, j'ai décidé de le retourner sur le grill. Voilà. Il y aura donc le diptyque, Napoléon le Petit en prose, châtiment en vers. Bon. C'est évidemment sévèrement interdit quand ça paraît. Et puis 53, l'Empire, contrairement à l'année précédente, l'Empire, il paraît bien établi. Donc le succès de Châtiment en 53-54, il est beaucoup moins important que celui de Napoléon le Petit. Mais enfin, ça circule. Il y a une mémoire de ça, on le connaît. Bon. Mais le grand moment de réception de Châtiment, c'est le siège de Paris. Châtiment acquiert là une situation, une posture, une figure comme rarement une œuvre littéraire, surtout poétique, n'en a eu. Alors, c'est très concret, c'est affiché sur les murs, c'est vendu à tour de bras, et puis surtout, il y a toute une série de performances, comme on dirait aujourd'hui, de lectures, et on a dans les carnets de Hugo qui tient ses comptes, depuis qu'il est très au fait de sa carrière d'écrivain, dit voilà, machin, le directeur de tel théâtre me demande la permission de lire Châtiment, tel extrait, et puis au bout d'un moment, alors il y a le grand moment, l'apothéose, qui est la soirée gratuite à l'Opéra de Paris. Et Hugo tient à ce que ce soit une soirée populaire, et donc on distribue les places au prorata
du nombre d'habitants dans les mairies d'arrondissement. Donc, il y a les ouvriers de la Chapelle, de Rochechouart et de Montrouge, là, qui vont pour la première et sans doute la dernière fois de leur vie à l'opéra, qui n'est pas encore le dernier d'ailleurs, écouter Châtiment. Et c'est plein. Hein. Bon. Souscription publique, ça permettra de payer quand même 2 canons. Ça aussi, c'est assez drôle au moment de Châtiment, enfin, même un peu avant, au tout début de l'exil, hein, Hugo écrit à sa femme j'ai un plan avec Hetzel, son éditeur, donc à l'époque, j'ai un plan avec Hetzel, on va construire une citadelle d'écrivains et de journalistes là, et d'éditeurs d'où nous bombarderons le Bonaparte, hein, la raison est contre la force brute, encrier contre canon, l'encrier aura raison des canons. Et 20 ans plus tard, c'est l'encrier qui a donné Châtiment qui permet de financer des canons. L'affaire prend une proportion si grande que, au bout d'un moment, je crois que c'est fin octobre, Hugo écrit dans ses carnets, on a renoncé à me demander l'autorisation de dire Châtiment en public. On a raison. Ce que j'écris n'est pas à moi, je suis une chose publique. Bon, alors, première remarque, évidemment, de la part de quelqu'un qui a tellement milité pour le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, la fondation de la Société des gens de lettres, la lutte contre la contrefaçon, le fait que l'écrivain doit pouvoir vivre du produit de son œuvre, c'est assez particulier. Mais là, dans cette circonstance-là, voilà, on a raison. Je ne vais pas toucher un centime sur la lecture et la vente de Châtiment pendant le siège de Paris. Ce que j'écris n'est pas à moi, je suis une chose publique. Ce n'est pas de l'outrance, hein. Ça correspond à la réalité de sa situation, de sa position à l'époque. Alors, je suis une chose publique, évidemment, pour un parfumiste comme Victor Hugo, ça veut dire je suis une république, hein, je suis une res publica, je suis la République, en quelque sorte. Je suis une figure de la République, et c'est vrai. Et c'est vrai. À cette époque, c'est vrai. En tout cas, et ce sera vrai, en fait, jusqu'à sa mort. Bon, alors on a toute une série d'éléments qu'on pourrait citer aussi, qu'on trouve à travers ces carnets, là, qui, encore une fois, ne sont pas publiés avant sa mort. Hein. C'est repris dans Chose Vue. Par exemple, il y a le fameux épisode du cheval de Théophile Gautier. C'est mineur, mais c'est amusant. Bon, vous savez, très vite, il n'y a plus rien à manger. Hein. Il fait très froid et on n'a rien à manger. Hein. Donc, on bouffe tout ce qu'on peut, en particulier les animaux du Jardin des Plantes, hein, c'est bien connu. Des steaks d'éléphants comme ça pour la Saint-Sylvestre 1870, mais aussi et tout d'abord, évidemment, les chevaux. Hein, au XIXe siècle, donc les villes sont pleines de chevaux. On bouffe les chevaux. Et puis après, très vite, du chat, du rat, tout ce qu'on peut trouver, quoi. Le grand ami, le très grand ami depuis leur jeunesse, hein, depuis 1830, Théophile Gautier, alors, il était très très embêté quand il était très gêné au retour de Hugo parce qu'il dit mais comment il va me recevoir, parce que bon, Gautier et la politique, ça fait 3, hein, et Gautier n'était pas du tout un opposant à Napoléon III, il a bien profité du régime, il était critique dramatique au journal officiel de l'Empire, enfin au Moniteur, voilà, et en même temps avec toujours une admiration sans borne, une fidélité amicale et littéraire pour Hugo, mais voilà, il va me battre froid, quoi, c'est sûr. Et bon, Hugo, très grand seigneur, puis il y a eu une vraie amitié entre deux. Il est allé le voir, lui a demandé de venir, lui a écrit tout de suite, et puis ils n'ont pas parlé politique, quoi, voilà, c'est tout. Par contre, Gautier, qui est très malade déjà, là, il a un cheval, et il a un cheval auquel il tient beaucoup. Et son cheval, il est réquisitionné par sa mairie d'arrondissement pour aller à la boucherie, quoi. Et donc, il ne sait pas quoi faire, alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à Hugo. Cher maître, mon cheval, j'y tiens, ça me fend le cœur, vous ne pourriez pas faire quelque chose? Hugo, évidemment, il écrit, je ne sais plus à qui, bon, mais ce n'est pas le gouverneur militaire, enfin bon, à un des ministres du coin qui ne peuvent rien lui refuser, encore une fois. Écoutez, vous savez, Théophile Gautier, c'est important quand même, le prestige de la France, et puis son cheval, il l'aime beaucoup. On ne va pas faire une exception. Bon, c'est comme ça que Hugo a sauvé le cheval de Gautier. C'est pas forcément très républicain, mais
Mais bon. Plus important, peut-être, on pourrait évoquer, là cette fois, ce sera publié plus tard, mais évidemment, Hugo, c'est avant tout un poète, donc il a cette capacité à poétiser, si j'ose dire, dans l'éloquence, mais aussi à transformer en poème l'événement. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Mais Hugo est un de ces poètes du 19e siècle, ce n'est pas si facile, hein, qui savent vraiment faire ce qu'on appelle parfois de la poésie de circonstance, et pas pour en faire une poésie médiocre, hein, mais pour savoir capter, dire en poésie, oui, l'actualité. Hein. C'est une des choses qu'Aragon admirera tellement dans la poésie de Victor Hugo. Alors, je peux vous en citer un, donc ce sera repris dans L'année terrible, qui sera publié 2 ans plus tard, en 1872, et qui donc, le recueil, comme je vous l'ai dit, est organisé presque comme un journal, hein, c'est mois après mois. Hein. Bon, les poèmes les plus puissants, les plus poignants de ce recueil, ils sont sans doute, ce sont ceux consacrés à la Commune, voilà, et surtout à la répression de la Commune. On en parlera peut-être éventuellement, là je passe, mais ceux sur la guerre sont également très beaux. Bon, c'est un recueil qui n'a peut-être pas la puissance et surtout la virtuosité magistrale de certains recueils précédents, comme les Contemplations, comme La légende des siècles, etc. C'est ce que disait Flaubert d'ailleurs, hein, quand il reçoit L'année terrible. Flaubert qui adore, hein, le Hugo poète, Hugo romancier, il est le plus critique, mais c'est un admirateur inconditionnel de Hugo. Il adore La légende des siècles. Et quand il se fréquente beaucoup d'ailleurs autour d'Exil, hein, il se voit souvent. Et quand il reçoit L'année terrible, il dira bon, c'est bien quand même, c'est pas aussi. Mais tout de même, quelle mâchoire il vous a encore, ce vieux lion-là. C'est un bel hommage. Bon, alors je vous en cite un, par exemple, qui s'appelle « En voyant flotter sur la Seine des cadavres prussiens ». Oui, vous êtes venu et vous voilà. Vous voilà caressé, porté, baisé, penché sur le souple oreiller de l'eau molle et profonde. Vous voilà dans les draps froids et mouillés de l'onde. C'est bien vous, fils du Nord, nu sur le flot dormant. Vous fermez vos yeux bleus dans ce doux bercement. Vous aviez dit « Allons chez la prostituée, Babylone, au baiser du monde habitué. Et là-bas, elle abonde en rires, en chansons. C'est là que nous aurons du plaisir. Ô Saxons, ô Germains, vers le sud, tournons notre œil oblique. Vite, en France, Paris, cette ville publique qui pour les étrangers se farde et s'embellit, nous ouvrira ses bras. Et la Seine son lit. » Bon, alors on va dire que c'est pas la haine du Boche, hein, mais enfin, ils avaient qu'à rester chez eux. Puis il y en a un autre qui est assez drôle, moi je vous lis le début parce qu'il est un petit peu loin, un peu long. Et là on est en janvier, hein, donc c'est vraiment la fin. Les femmes, par ballon monté, 10 janvier, vous savez, c'est cette fameuse figure des ballons, hein, qu'on prendra notamment Gambetta, mais une des seules manières avec les pigeons voyageurs, hein, pour faire passer les nouvelles, le courrier. Paris terrible et gai, combat. Bonjour madame. On est un peuple, on est un monde, on est une âme. Chacun se donne à tous et nul ne songe à soi. Nous sommes sans soleil, sans appui, sans effroi. Tout ira bien pourvu que jamais on ne dorme. Schmitz fait des bulletins plats sur la guerre énorme. C'est Échille traduit par le père Brunois. J'ai payé 15 francs, 4 frais. Non pour moi, mais pour mon petit Georges et ma petite Jeanne, les petits-enfants. Nous mangeons du cheval, du rat, de l'ours, de l'âne. Paris est si bien pris, cerné, muré, noué, gardé, que notre ventre est l'arche de Noé, etc. Voilà, aussi, cette capacité qu'a Hugo, hein, de cette sorte de gaieté française, hein, appliquée à un moment un peu plus loin, on dit les hommes, ici donc pendant le siège, les hommes ne sont que français, les femmes sont romaines. Voilà. L'héroïsme féminin dans la résistance, la résilience.
Bon, un des traits caractéristiques aussi des témoignages de Hugo, et qui sont assez significatifs, caractéristiques, hein, qu'on peut trouver dans ses carnets, c'est l'abondance des fausses nouvelles, évidemment. Hein, comme toujours dans ce type de situation, et alors a fortiori en absence de tout moyen de communication, les journaux, les on-dit, les rumeurs, enfin les fake news, c'est pas une invention du 21e siècle, hein, abondent. Alors le plus évident et le plus tragique, évidemment, c'est que dès qu'il y a une sortie, une bataille, c'est là, ça y est, l'armée française a écrabouillé littéralement l'armée allemande, et puis un jour, 2 jours plus tard, on dit bah non, en fait, ça s'est pas passé exactement comme ça. Et c'était pas du tout une grande victoire, c'était plutôt une sacrée pilée. Bon, voilà, hein, les nouvelles de trahison, la nouvelle des morts aussi. Hein. Alexandre Dumas est mort. Ah, quelle tristesse, etc. Puis 3 jours plus tard, non, finalement, il n'est pas mort. Bon. Donc ça aussi, c'est très significatif de l'ambiance de cette période. Et là, pour le coup, la dimension de témoin, tout simplement, hein, de Hugo est très, très intéressante. La trahison, hein, les accusations de trahison. Évidemment, si telle bataille n'a pas réussi, évidemment, si telle sortie a échoué, c'est qu'on a été trahi. Et là, c'est plus important parce qu'on voit bien affleurir déjà, malgré les grands discours officiels d'unité, etc., que Hugo, en public, maintient, on sent affleurer hein, ce début de guerre civile, hein, ces dissensions profondes, et qui, même si les accusations de trahison, elles sont souvent totalement abusives et infondées, mais elles disent quelque chose. Elles disent quelque chose d'une réalité. La France rurale qui va voter majoritairement monarchiste, elle veut l'arrêt de la guerre tout de suite. Une partie de la bourgeoisie aussi, parce qu'elle craint pour l'ordre public. Il ne faut pas oublier qu'on a armé le peuple quand même. Hein. À Paris, les gardes nationaux, là, c'est tout le monde. Ils ont des fusils, ils ont des carabines, ils ont des canons. Hein. Donc cette montée possible en puissance de la guerre civile, après la guerre étrangère, elle est déjà sensible. Et elle s'exprime de manière explicite, notamment dans certaines journées, hein, la journée notamment du 31 octobre, je crois que c'est le 31, hein, où des militants, surtout menés par les blanquistes, hein, donc vraiment l'extrême gauche du mouvement ouvrier, tentent de prendre d'assaut l'hôtel de ville et de prendre le pouvoir. Hein, c'est une sorte de répétition générale de la commune, alors que là, le siège est toujours là. Et quand je vous parlais de l'influence de Hugo et sa capacité à être reconnu par différents milieux, parmi les différentes, c'est comme ça qu'on procède à l'époque, hein, on envahit l'édifice public, l'Assemblée, et puis on proclame une liste. On proclame la liste des futurs responsables, des futurs membres du gouvernement provisoire. Hein. Ben, il y a 2 listes qui vont circuler le 31 octobre, et dans l'une des 2, il y a Victor Hugo, qui est proposé par les insurgés pour faire partie du comité de salut public. Hugo immédiatement dément, bien sûr, hein, puisque sa politique, ça va être, pendant toute cette période, de maintenir l'unité nationale, ou au moins l'unité républicaine. Et il est tout à fait conscient que c'est de plus en plus difficile. La commune ne va pas étonner, hein. Ça va l'affliger, ça ne va pas l'étonner. Bon, toujours est-il que sa popularité, à tous les sens du mot, mais avant tout au sens strict, hein, populaire, est énorme pendant cette période, véritablement énorme. Et elle est à bien des égards méritée, en tout cas compréhensible. Comme je vous le disais, la plupart des gens des beaux quartiers, ils sont partis. Hein. Ils sont partis, on les appelle les francs-fileurs, hein, par onomase antonomase des francs-tireurs. Hein. Il y a les résistants derrière les lignes, et puis il y a les francs-fileurs, ceux qui s'en vont. Ah, cet écrivain illustre, ce grand bourgeois, avec ses petits-enfants, avec sa maîtresse, sa femme elle est morte, qui reste à Paris. Ah, ça a de la classe. Lui, au moins, il nous comprend. Lui, il reste avec nous. Ça joue énormément. Et puis, en plus, il en rajoute. Mais en même temps, on sent que c'est sincère. Il s'est acheté un képi de garde nationale. Alors, il va sur les remparts avec son képi de garde nationale. Il a 70 ans, hein. 68 exactement. Un vieillard pour l'époque. Il y a Hugo qui passe. Bon, ça sert à rien, mais c'est le moral des troupes. Hein.
voilà. Il y a une caricature d'un plus grand caricaturiste de l'époque, Cam, qui est assez célèbre, mais je n'ai pas pu techniquement vous reproduire, mais je vous la décris en 2 mots. Hein, au coin d'une rue, on voit une vieille dame, une vieille femme assise, et puis avec un écriteau défense passive, et puis elle a un panier rempli de gilets pare-balles. Il y a déjà des gilets pare-balles. Hein, c'est moderne, déjà. Et il y a le gamin qui est chargé de distribuer comme ça aux passants le gilet pare-balles. Et puis, à plan, qu'est-ce qu'on voit? Victor Hugo qui passe. Et le gamin qui fait mine de tendre un gilet pare-balles à Victor Hugo. Et la vieille qui dit « Mais pas à lui, imbécile, Victor Hugo est immortel. » Pas besoin de gilet pare-balles. Bon. Et toujours est-il que quand, après la fin des hostilités, l'armistice donc demandé et obtenu fin janvier, des élections sont organisées à l'Assemblée nationale, élections qui sont exigées par l'Allemagne pour que l'Allemagne puisse traiter avec un pouvoir régulier. Donc il faut des élections. Donc les élections au suffrage universel, à l'Assemblée nationale, à Paris, il y a numéro un autre grand revenu de l'exil, gros revenant de l'exil, Louis Blanc, socialiste qui lui non plus n'était pas rentré, etc. Juste après Victor Hugo, et devant donc Gambetta et Garibaldi. Donc ça place, si vous voulez, la popularité politique en termes de suffrage, au moins, de Hugo à cette époque, en tout cas à Paris. Hugo est à l'Assemblée de Bordeaux, c'est une des figures importantes, disons, de la gauche du Parti républicain, qui, je vous le rappelle, est minoritaire. Ça va être tout le problème de cette première assemblée de la Troisième République, c'est qu'en fait, la majorité des députés sont des monarchistes. Ça va être la grande angoisse des républicains de pouvoir tenir. En fait, on s'apercevra très vite, même tout de suite après la Commune, qu'à chaque élection partielle, c'est les républicains qui sont élus. Mais bon, voilà, la hantise des républicains en 71, c'est qu'on nous refasse le coup de 48, en gros, et qu'on remette sur le trône, alors sûrement pas un Napoléon, parce que là, Napoléon a eu la mauvaise presse, évidemment, pour l'instant, mais en revanche, un roi, descendant de Charles X ou de Louis-Philippe. Donc les républicains ne sont pas du tout assurés. Alors il y a toutes sortes de stratégies, du coup, qui sont possibles. La stratégie de Hugo, qu'il adopte, c'est une stratégie maximaliste, pour le coup, ce qui est rarement son cas. Il dit non, cette assemblée, c'est pas possible, cette paix, ça n'est pas possible. On ne peut pas voter ça. Il propose même une démission en masse des républicains, ce qui aurait été une grossière erreur politique. Donc, bon, ils ont bien fait de rester parce que du coup, ils ont réussi à arracher les lois constitutionnelles de 1975. Bon. Mais là, il y a vraiment une... Et puis encore une fois, là-dessus, c'est les préliminaires de la Commune aussi qui apparaissent déjà, les premières mesures antisociales de l'Assemblée, etc. Mais la question de la paix est fondamentale. Et Hugo, dans donc, puisqu'il va démissionner, en fait, tout début avril, ou fin mars plutôt, donc il va rester député très peu de temps, à peine un mois, donc il n'y a pas beaucoup il y a une grosse activité, mais ça ne donne pas lieu à énormément de discours. Mais il y en a un, quand même, qui est le plus important, puisque c'est lors du vote des préliminaires de paix. C'est-à-dire cette assemblée nouvellement élue, elle est élue pour ça avant tout, pour voter les préliminaires de paix. Donc, en attendant le traité de paix à proprement parler, l'Assemblée doit donner mandat au gouvernement pour négocier avec l'Allemagne. Et on connaît déjà les conditions. La perte de l'Alsace, d'un département de Lorraine, et 5 milliards de francs morts, ce qui est énorme d'indemnité. Et donc Hugo va décider de voter contre, et comme c'est normal, il motive son vote. Et donc, je crois qu'il y a un moment du discours qui est très intéressant pour comprendre un peu comment Hugo va essayer de poser son attitude après la défaite française, et en particulier sur cette grande question de la revanche. Vous savez, on a longtemps dit ou cru que, en gros, 40 millions de Français, pendant 40 ans, se sont levés tous les matins en disant « je veux reprendre l'Alsace-Lorraine ». En fait, non. On sait bien maintenant que ça a été, par moment, dans certains secteurs de l'opinion, il y a eu des accès. Mais enfin, il n'empêche que cette idée qu'il va falloir prendre sa revanche sur l'Allemagne,
Elle existe, hein, mais elle est comprise de manière différente, exprimée de manière différente, et puis avec plus ou moins d'intensité selon les milieux, selon les moments. Alors, je vais proposer à Stéphane de nous lire un extrait de ce discours. Moi, ça me permettra de souffler un peu, et puis j'enchaînerai en revanche sur d'autres textes, sur les mêmes sujets, un peu plus tardifs. Merci Stéphane. Merci à toi. Alors, donc je vais évoquer, enfin, je vais prendre la voix de Victor Hugo, si je puis dire, et en même temps, il y a également les réactions de l'Assemblée que je vais essayer de faire apparaître, puisque les députés réagissent au discours de Hugo. Oh, une heure sonnera, nous la sentons venir, cette revanche prodigieuse. Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, dès demain, cela va commencer. Dès demain, la France n'aura plus qu'une pensée, se recueillir, se reposer dans la rêverie redoutable du désespoir, reprendre des forces. Élever ses enfants, nourrir de sainte colère ces petits qui deviendront grands, forger des canons et former des citoyens, créer une armée qui soit un peuple, appeler la science au secours de la guerre, étudier le procédé prussien comme Rome a étudié le procédé punique, se fortifier, s'affermir, se régénérer, redevenir la grande France, la France de 92, la France de l'idée et la France de l'épée. Très bien, très bien. Puis tout à coup, un jour, elle se dressera. Oh, elle sera formidable. On la verra d'un bond ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace. Est-ce tout? Non, non, saisir, écoutez-moi, saisir Trèves, Mayence, Cologne, Coblence, sur divers bancs. Non, non, monsieur Victor Hugo. Écoutez-moi, messieurs. De quel droit une assemblée française interrompt-elle l'explosion du patriotisme? Plusieurs membres. Parlez, achevez l'expression de votre pensée. Monsieur Victor Hugo. On verra la France se redresser, on la verra ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace. Oui, oui, très bien. Et puis, est-ce tout? Non. Saisir Trèves, Mayence, Cologne, Coblence, toute la rive gauche du Rhin. Et on entendra la France crier « C'est mon tour !» Allemagne, me voilà. Suis-je ton ennemi? Non, je suis ta sœur. Très bien, très bien. Je t'ai tout repris et je te rends tout. À une condition, c'est que nous ne ferons plus qu'un seul peuple, qu'une seule famille, qu'une seule république. Mouvement divers. Je vais démolir mes forteresses, tu vas démolir les tiennes. Ma vengeance, c'est la fraternité. À gauche, bravo, bravo. Plus de frontières, le Rhin à tous. Soyons la même République, soyons les États-Unis d'Europe, soyons la Fédération continentale, soyons la liberté européenne, soyons la paix universelle. Et maintenant, serrons-nous la main, car nous nous sommes rendus service l'une à l'autre. Tu m'as délivré de mon empereur et je te délivre du tien. Bravo, bravo, applaudissements. Voilà le texte lu donc en mars 1871. Enfin, Magnifique. Magnifique, bravo Stéphane. merci. À quand ta prochaine élection? Ah non, mais bon, Hugo m'anime autant que toi, donc... C'est un beau texte, mais surtout c'est un texte intéressant parce qu'on voit bien, encore une fois, une certaine cohérence. Hugo est le maître dans les coups de force de l'espérance. Voilà, au plus fort du désastre, il faut quand même toujours avoir foi en l'avenir. Bon. Et donc on voit bien l'idée là. Et bon, il faut la revanche. On peut pas laisser passer ça. Il faut la revanche, mais cette revanche ne doit pas être comprise comme une guerre d'extermination, ni même à proprement parler comme une revanche, mais comme la pierre fondatrice de cet idéal de rapprochement franco-allemand, de fédération européenne, etc., etc. Sauf qu'on ne peut pas faire ça sur la base d'une défaite aussi injuste, aussi lamentable, aussi terrible de 1870. Donc ça va être le motif de la dernière guerre, hein, avec toutes ces ambiguïtés qui est ici posée. Mais là, en fait, dans ce moment-là, on sent que, somme toute, l'espoir l'emporte. Ce ne sera pas toujours aussi net. Dans un texte un peu plus tardif, qui s'appelle « Mes fils », que Hugo rédige à l'occasion de la mort de son deuxième fils. Bon, ça aussi, ça joue beaucoup dans la figure publique de Hugo. Hein. C'est le côté people, si vous voulez, mais
En même temps, ça marche, quoi. C'est le père éploré, hein, puisque au total, voilà, il a enterré tous ses enfants, d'une certaine manière, y compris Adèle, qui est aliénée, folle alliée depuis 1872. Et son dernier fils donc, meurt prématurément de la tuberculose en 1973, et il écrit un texte qui est censé être une préface à ses œuvres, mais qui revient évidemment sur la situation actuelle. Donc, début 1974, et cependant, la nuée monte, elle monte, pareil à la mystérieuse colonne conductrice, noire sur l'azur, rouge sur l'ombre, elle emplit lentement l'horizon. Les vieillards la redoutent pour les enfants, et les enfants la saluent. Une funeste inclémence germe, les rancunes couvent les représailles. Les plus doux se sentent confusément implacables. Les augustes promiscuités fraternelles ne sont plus de saison. La frontière redevient barrière. On recommence à être national, et le plus cosmopolite renonce à la neutralité. Adieu la mansuétude des philosophes. Entre l'humanité et l'homme, la patrie se dresse, terrible. Elle regarde les sages, indignés, qu'ils ne viennent plus parler d'union, d'harmonie et de paix, pas de paix, que la tête haute. Voilà ce que veut la patrie. Ajournement de la concorde humaine. Oh, la misérable aventure. Les échéances sont inévitables. On entend sourdre sous terre les catastrophes semées, et sur leur croissance de plus en plus distincte, on peut calculer l'heure de leur éclosion. Nul moyen d'échapper. L'avenir est plein d'arrivées fatales. Échille, s'il était français, et Jérémie, s'il était teuton, pleurerait. Le penseur médite, accablé. Que faire? Attendre et espérer, mais espérer à travers le carnage. De là, sinistre effarement. Le penseur, qui est toujours compliqué d'un prophète, a devant les yeux un tumulte qui est l'avenir. Il cherchait du regard au-delà de l'horizon l'alliance et la fraternité, et il est condamné à entrevoir la haine. Rien n'est certain, mais tout menace. Tout est obscur, mais sombre. Il pense et il souffre. Ses rêves d'inviolabilité de la vie humaine, d'abolition de la guerre, d'arbitrage entre les peuples et de paix universelle sont traversés par de vagues flamboiements d'épée. Donc là, on est vraiment dans une appréciation beaucoup plus sombre, qui néanmoins maintient en quelque sorte, en termes de valeur, la supériorité de la paix sur la guerre, de l'union sur la discorde, etc. Mais voilà, là, alors, et je finirai là-dessus, on avait prévu un autre texte, mais on va peut-être Oui, oui, oui. C'est un moment sombre aussi, qui ne va pas durer. Ça, ce moment, je crois que c'est vraiment, 74, c'est vraiment le fond du fond, hein, de la déprime politique, si vous voulez, et puis de cette idée de la revanche inexorable, hein, inévitable. Ça va assez vite, à nouveau, dans les dernières années de Hugo, s'éclairer. Hein, ce côté inexorable va être beaucoup moins net. Et en fait, c'est lié à des dimensions, non pas de politique internationale, mais de politique intérieure. Ça, ce texte que je viens de vous lire, il est juste postérieur à la chute de Thiers. Donc, c'est le moment où les républicains se disent « Putain, c'est foutu. On va nous faire une restauration monarchique. » C'est le gouvernement d'ordre moral qui arrive. Thiers, c'était un républicain de raison. Il ne l'aimait pas. C'était le fusillard de la Commune, d'accord. Mais il s'était engagé à maintenir autant que possible, au moins la possibilité d'un régime républicain. La République étant le régime qui nous divise le moins, selon Thiers. Avec la chute de Thiers, ils sont presque sûrs que c'est encore raté pour cette fois. Alors que dès 1976, avec la victoire aux législatives, le début de la République des Républicains, etc., on voit les déclarations de Hugo, y compris en politique internationale, beaucoup moins sombres que la tonalité dominante de ce texte que je viens de vous dire, qui est sans doute le fond du trou de ce point de vue. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Franck, pour cette évocation de Hugo dans la guerre et dans la naissance de cette République. Y a-t-il des questions alors de nos étudiants ou dans la salle si vous souhaitez, vous pouvez vous exprimer, alors soit directement par votre caméra ou éventuellement également dans le... J'ai bien une question, monsieur. Oui, allez-y, Valentin. Je voulais savoir, pour la fin de vie de Hugo, en fait,
quand il vient à s'inscrire dans le projet de la Ligue des Patriotes, c'est quoi ses objectifs? Parce qu'en fait, je trouve que c'est un petit peu un ovni par rapport à tous les hommes qu'on peut retrouver dans cette ligue. Quand on a Paul Déroulède, qui est plutôt basé même sur l'échiquier politique plus à droite. Donc, Non, c'est pas. Oui, bien sûr. Mais c'est pas étonnant. D'abord, Hugo, tout le monde veut sa signature au bas d'un texte. Hein. Déjà, ne serait-ce que ça. Hein. Il faut avoir la signature de Hugo. D'autre part, voilà, la Ligue des Patriotes, oui, Hugo ne peut pas être contre au début. Hein, on est dans cette logique du patriotisme républicain, de la nécessité de refaire une armée, etc. etc. Alors, une petite étude là-dessus. Il n'y a pas d'activité particulière de Hugo. Hein, dans ce cadre-là, il a mis sa signature. Quoi. Voilà, ça s'arrête là. Et surtout, d'autre part, il ne faut pas oublier que le devenir, Joseph Tierney l'abuse, mais enfin bon, presque pré-fasciste, en tout cas de nationalisme intégral, c'est grave Déroulède, c'est ultérieur. Hein, c'est après la mort de Hugo. Le positionnement et la figure de Déroulède avant 85, donc date de la mort de Hugo, bon, voilà, c'est un patriotisme un peu raide, mais c'est le chant du soldat, c'est, voilà, donc ça, Hugo, voilà, il peut très bien y adhérer. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce sur quoi j'ai essayé d'insister, c'est que, voilà, sur cette question de la paix et de la guerre, on ne peut pas identifier a priori la gauche et la droite. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a différentes manières de penser la guerre, différentes manières de penser les buts de guerre, inversement, différentes manières de penser la paix, etc. Et un peu comme cela va se reproduire dans les années 30, hein, sans faire de plaquage et d'anachronisme outrancier, on a dans cette période-là, avant et pendant et après la guerre de 70-71, des clivages hein, qui ne sont pas clairement identifiables à, disons, l'échiquier politique. Alors, par exemple, les monarchistes, ils sont évidemment patriotes, etc., mais ils s'empressent de voter les préliminaires de paix. Hein. Les pétainistes aussi étaient patriotes. Hein. Avec la France à la bouche. Hein, bon. Donc voilà, c'est pour ça que sur toutes ces choses-là, il faut vraiment toujours essayer de regarder dans le détail les textes, les actions, voir qui est avec qui en effet. Donc votre question, elle est tout à fait intéressante et pertinente, mais voilà, c'est le déroulé de cette période-là, c'est la Ligue des Patriotes de cette période-là, et c'est l'assentiment donné à cette initiative par Hugo, sans plus. Voilà, il y a pas de, ils sont pas dans le même milieu. Je ne crois pas qu'ils se soient jamais rencontrés, mais bon, ils ont dû s'écrire comme toujours. Puis Hugo a une telle vie mondaine dans toute cette période que peut-être qu'il est Déroulède est allé peut-être dîner une fois. Il a sans doute reçu un ou deux billets de Hugo, en tout cas, enfin, de petits mots. Pas du tout, à aucun moment de cette période, un intime, ni même un régulier, quoi. Et puis encore une fois, la grande influence de Déroulède, c'est plus tard. Hein, c'est au moment du boulangisme et après. Quoi. Mais là, Hugo est hors course. On peut même dire que la mort de Hugo a été l'une pas des causes, bien sûr, mais l'une des éléments significatifs de cette première désunion critique, hein, vraiment critique des Républicains, notamment avec la crise boulangiste, etc. C'est très frappant. La mort de Hugo, c'est deux derniers grands moments à cette époque d'union totale des Républicains. Juste après, aux élections, ça commence à éclater. Et ça donnera le boulangisme. Inversement, on peut dire que Hugo a toujours été dans l'histoire de France des bons opérateurs d'union de la gauche. À chaque fois que vous avez un moment où il faut serrer les rangs et retrouver une unité républicaine, on ressort le père Hugo. Ça a été très clair, par exemple, pendant la Résistance, par exemple, ou la Libération. Au passage, d'ailleurs, les châtiments, il y a un autre moment où les châtiments ont un usage comme ça très important et très politique, c'est la Résistance.
Hein, il y a plein de poèmes de Hugo qui sont diffusés par les réseaux sous forme de tracts, qui sont issus de châtiments. Ça marche bien. Et exactement dans le même genre d'usage, de ce point de vue, que celui qui en a été fait pendant l'automne 70. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ces châtiments-là qui deviennent un texte emblématique à l'automne et hiver 70-71, on pourrait se dire que finalement, le texte n'est plus synchrone avec l'époque, puisque l'Empire s'est effondré. Donc, est-ce que d'une certaine manière, le fait de le jouer, de lire les textes, c'est une façon une forme d'expiation par rapport à la défaite aussi, finalement? C'est dans Je dirais qu'il y a un usage à double détente. La première, c'est « on vous l'avait bien dit ». Hein, ça, c'est… voilà, d'autant que c'est en effet prophétisé. Hein, le châtiment, Hugo, à plusieurs reprises, dit très bien, l'Empire va tomber et il tombera du fait d'une guerre. Donc, on vous l'avait dit. Hein, c'est le fameux poème Les clairons sonnaient toujours, clairons de la pensée, hein, Géricault. Hein, à la fête, ouais, on s'en fiche, tu peux raconter ce que tu veux, le poète, nananananer, nous on fait la fête impériale. Hein. Une fois, les murailles tombèrent. Bon, voilà, ça finit par tomber. Ça a tombé. Donc ça, c'est le côté en quelque sorte positif, exorcisme, voilà. Mais il y a aussi une sorte de recyclage. C'est-à-dire que les poèmes militants du peuple, donc contre l'oppresseur, et ben là, on va le recycler contre l'envahisseur. Et ce qui permet aussi de bien dire, on fait une guerre populaire, hein, on fait une guerre pour la liberté. Pas une guerre d'armée d'État, en tout cas pas seulement. On va utiliser ça aussi comme énergie du patriotisme populaire. Et ça marche très bien. C'est ce double aspect aussi qui sera réutilisé pendant l'occupation. Y a-t-il d'autres questions ou on peut en terminer sur cette évocation, justement, puisque là, on était vraiment dans cette logique de comprendre comment naît le sentiment républicain et il se fonde aussi justement à la fois sur ces textes et puis sur cette invective contre le régime précédent. Et d'une certaine manière, si Napoléon III a eu une mémoire et une légende noire pendant longtemps et au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, voire bien au-delà, c'est en raison de Victor Hugo et de l'image qu'il a laissée du régime. Je mènerai à la postérité le Louis Bonaparte par l'oreille. Il a en grande partie réussi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, on va s'arrêter sur cette citation. Merci beaucoup encore, Franck.